Dans le petit village africain de Ngandou, Sita et Naya, deux sœurs orphelines, grandissent sous la garde de leur grand-mère, une femme douce et sage. Sita, l'aînée, est connue pour sa bonté et sa compassion, toujours prête à aider les autres. Naya, la cadette, est belle et intelligente, mais une jalousie naissante envers sa sœur commence à germer dans son cœur. Leur grand-mère leur enseigne des valeurs de partage et d'amour, mais Naya ressent que l'attention du village se porte toujours sur Sita, ce qui alimente son ressentiment. Un jour, une grande nouvelle secoue le village de Ngandou. Monsieur Djibril, un riche entrepreneur veuf, arrive de la ville avec un projet ambitieux, construire une école moderne pour les enfants du village. Djibril est un homme élégant, avec un sourire chaleureux et une générosité qui impressionne tout le monde. Il porte des costumes bien taillés et parle avec assurance, mais il reste humble, ce qui le rend vite populaire. Les villageois l'accueillent avec joie, et il s'installe temporairement dans une maison simple près de la place centrale. Sita, avec son caractère doux et son cœur ouvert, rencontre Djibril par hasard alors qu'elle apporte des fruits au chantier de l'école pour les ouvriers. Elle lui offre une mangue et lui parle avec simplicité de la vie au village. Djibril est touché par sa gentillesse et son sourire sincère. Il commence à chercher des occasions de le revoir, posant des questions sur elle aux autres villageois. Tout le monde parle de Sita en bien, elle est celle qui aide les plus pauvres, qui partage son repas avec ceux qui ont faim et qui écoute les problèmes des autres sans jamais se plaindre. Au fil des semaines, Djibril et Sita se rapprochent. Il l'invite à discuter sous le grand baobab du village, et ils passent des heures à parler de leurs rêves et de leur passé. Djibril raconte qu'il a perdu sa première femme dans un accident et qu'il se sent envoyé seul depuis. Sita, émue, lui confie son histoire, la perte de ses parents et son amour pour sa sœur Naya, qu'elle protège malgré leurs différences. Djibril admire son courage et son cœur pur. Un soir, lors d'une fête au village, Djibril demande à Sita de danser avec lui. Les tambours résonnent, et sous les regards curieux des villageois, ils dansent ensemble, riant comme des enfants. Ce moment marque le début de leur amour. 3 mois après leur rencontre, Djibril demande la main de Sita à sa grand-mère, suivant les traditions du village. La vieille femme, voyant l'amour dans les yeux de Djibril, donne sa bénédiction avec des larmes de joie. La cérémonie de mariage est magnifique. Sita porte une robe colorée, et Djibril, un costume traditionnel qu'il a fait faire spécialement. Le village entier célèbre leur union avec des chants, des danses et un grand repas. Sita, rayonnante, promet à Naya de ne jamais l'oublier. Mais Naya, qui observe la scène, a envoyé une douleur dans son cœur. Elle sourit pour cacher sa jalousie, mais au fond d'elle, elle envie la nouvelle vie de sa sœur. Lorsque Sita part avec Djibril pour Abidjan, Naya reste seule à Ngandou, son esprit rempli de pensées sombres. Elle se demande pourquoi Sita a tout et elle rien, plantant les graines d'une haine qui grandira. À Abidjan, Sita découvre une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. La maison de Djibril est immense, avec des sols en marbre, des meubles modernes et un grand jardin rempli de fleurs. Elle a des domestiques pour l'aider, mais elle reste fidèle à sa nature simple, préparant parfois elle-même le repas ou jardinant pour se sentir utile. Djibril l'aime pour ça et la couverture d'attention, lui offrant des bijoux et des robes qu'elle porte avec modestie. Pourtant, malgré ce luxe, Sita pense souvent à Ngandou et surtout à sa sœur Naya. Sita sait que la vie au village est dure pour Naya. Leur grand-mère vieillit, et Naya n'a pas beaucoup d'argent. Alors, Sita décide de l'aider. Chaque mois, elle envoie une somme d'argent à Naya pour qu'elle puisse vivre temporairement. Elle lui achète aussi des vêtements à la mode, des chaussures et même des tissus colorés pour qu'elle puisse se faire belle. Sita veut que sa sœur se sente aimée et soutenue, même à des kilomètres de distance. Un jour, Sita a une idée encore plus grande. Elle parle à Djibril de son projet, ouvrir un petit commerce pour Naya à Ngandou. Djibril, toujours prêt à soutenir sa femme, accepte avec enthousiasme. Ils envoient de l'argent et du matériel pour que Naya puisse vendre des produits comme du savon, des épices et des tissus. Sita engage même quelqu'un pour aider Naya à gérer la boutique. Quand le commerce s'ouvre, Sita appelle Naya pour lui dire combien elle est fière d'elle.
Elle espère que ce projet donnera à Naya une vie meilleure et plus stable. Mais à Ngandou, Naya ne ressent pas de gratitude. Chaque colis de Sita, chaque lettre gentille, chaque cadeau, lui rappelle que sa sœur vit dans le luxe pendant qu'elle reste dans un village poussiéreux. Elle regarde les robes envoyées par Sita et les trouve magnifiques, mais au lieu de se réjouir, elle se demande pourquoi elle n'a pas cette vie. Le commerce marche bien, mais Naya n'y met pas tout son cœur. Elle laisse souvent l'employé s'en occuper, passant ses journées à rêver d'Abidjan, de la maison de Djibril et de l'amour qu'il donne à Sita. Les villageois remarquent l'amertume de Naya. Certains lui disent qu'elle a de la chance d'avoir une sœur comme Sita, mais ces mots ne font qu'aggraver sa jalousie. Elle commence à parler de Sita avec froideur, disant qu'elle a oublié le village. En réalité, Naya ne supporte pas l'idée que Sita soit heureuse. Une pensée sombre grandit en elle, si Sita n'était plus là, peut-être pourrait-elle prendre sa place. Cette idée, d'abord vague, devient de plus en plus claire, et Naya commence à imaginer comment elle pourrait changer sa vie, même si cela signifie commettre l'impensable. La jalousie de Naya devient une obsession qui la consomme jour et nuit. À Ngandou, elle ne trouve plus de joie dans rien. Le commerce que Sita lui a offert fonctionne, mais elle le voit comme une aumône, une façon pour Sita de montrer sa supériorité. Chaque lettre ou appel de sa sœur, remplie de mots gentils, lui fait l'effet d'une insulte. Naya veut la vie de Sita, la grande maison, les vêtements chics, l'amour de Djibril. Une idée terrible commence à germer dans son esprit, si Sita disparaît, tout cela pourrait lui appartenir. Un jour, Sita invite Naya à passer une semaine à Abidjan. Elle veut que sa sœur voie sa nouvelle vie et partage un peu de son bonheur. Naya accepte, mais son cœur est lourd. En arrivant à Abidjan, elle est éblouie par la beauté de la maison de Djibril. Les murs brillants, les meubles modernes, le parfum des fleurs dans le jardin, tout cela la rend folle de désir. Elle observe Sita, toujours souriante, et Djibril, qui regarde sa femme avec adoration. Naya se sent petite, invisible, et sa haine grandit encore. Pendant son séjour, Naya remarque les habitudes de Sita. Chaque matin, Sita boit un jus de mangue préparé par la cuisinière. La carafe est toujours posée sur la table de la cuisine, et Sita en prend un verre avant le petit déjeuner. Naya voit là une opportunité. Elle se souvient d'un homme au village, un herboriste douteux, qui vend des poudres dangereuses. Avant de quitter Ngandou, elle avait acheté un petit sachet de poison, prétendant qu'il était pour des rats. Ce poison, inodore et sans goût, est parfait pour son plan. Le 4e jour de sa visite, Naya agit. Tôt le matin, avant que la maison ne s'éveille, elle se glisse dans la cuisine. La carafe de jus est là, comme d'habitude. Elle vérifie que personne n'est autour, puis verse le poison dans le jus et mélange soigneusement. Son cœur bat fort, mais elle se convainc que c'est la seule solution. Elle retourne dans sa chambre et attend, jouant la sœur aimante toute la journée. Le lendemain matin, Sita boit son jus comme toujours. Quelques heures plus tard, elle commence à se sentir mal. Elle a des douleurs au ventre, sa respiration devient difficile, et elle s'effondre. Djibril, paniqué, appelle un médecin, mais il est trop tard. Sita meurt dans la douleur, sous les yeux de Naya, qui feint les larmes. Les médecins, incapables de trouver la cause exacte, concluant à une crise cardiaque. Personne ne suspecte Naya, qui joue parfaitement son rôle de sœur dévastée. Au fond d'elle, elle se envoie victorieuse. Sita est partie, et la voie est libre pour elle. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son crime ne restera pas sans conséquence. Après la mort de Sita, Naya voit une opportunité de réaliser son rêve, prendre la place de sa sœur. Djibril est brisé par la perte de sa femme. Il ne mange plus, par la peine et passe ses journées à regarder des photos de Sita. Naya, toujours à Abidjan, décide de rester pour aider Djibril. Elle commence par de petits gestes, elle fait le ménage, prépare des repas simples et écoute Djibril quand il parle de son chagrin. Elle se montre douce et attentive, imitant la gentillesse de Sita pour gagner sa confiance. Les domestiques de la maison, touchés par son apparente dévotion, la soutiennent.
Ils disent à Djibril que Naya est une bonne sœur, qu'elle fait tout pour lui remonter le moral. Peu à peu, Djibril commence à se fier à elle. Naya s'installe obligatoirement dans la maison, prenant la chambre d'amis. Elle porte même certaines des robes de Sita, disant qu'elle veut honorer sa mémoire. En réalité, elle savoure chaque instant passé dans cette vie luxueuse qu'elle a toujours convoitée. Naya apprend à imiter les manières de Sita. Elle parle doucement, sourit souvent et fait des gestes généreux, comme offrir de la nourriture aux voisins. Djibril, encore fragile, commence à voir en elle une sorte de réconfort. Un soir, alors qu'ils discutent dans le salon, Naya pose sa main sur la sienne et lui dit qu'elle sera toujours là pour lui. Ce geste marque un tournant. Djibril, vulnérable, commence à se rapprocher d'elle, même s'il ne ressent pas pour Naya l'amour qu'il avait pour Sita. 6 mois après la mort de Sita, Naya convainc Djibril de l'épouser. Elle insiste sur le fait qu'elle veut préserver l'héritage de sa sœur et protéger la maison. Djibril, épuisé par son deuil, accepte, pensant que c'est ce que Sita aurait voulu. La cérémonie est discrète, loin de la grande fête du premier mariage. Naya devient la nouvelle maîtresse de la maison, portant des bijoux qui appartenaient à Sita et dormant dans le lit qu'elle partageait avec Djibril. Elle croit avoir gagné, elle a la maison, l'argent, le statut. Les voisins d'Abidjan, qui ne connaissent pas toute l'histoire, la félicitent pour son courage. Mais au fond d'elle, Naya n'est pas en paix. Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle pense à Sita. Elle envoyait parfois un frisson, comme si quelqu'un l'observait. Elle chasse ses pensées, se disant que c'est sa conscience qui la tourmente. Elle se répète qu'elle mérite cette vie, qu'elle a fait ce qu'il fallait pour sortir de la misère. Pourtant, la maison semble différente. Les fleurs du jardin fanent, les domestiques chuchotent entre eux, et Djibril reste distant, comme s'il sentait que quelque chose ne va pas. Naya ignore ces signes, mais bientôt, elle découvrira que le passé ne peut être effacé si facilement. Peu après son mariage avec Djibril, Naya commence à remarquer des choses étranges dans la maison. Tout semble normal au début, elle gère la maison, donne des commandes aux domestiques et porte les robes élégantes de Sita. Mais une nuit, alors qu'elle dort, elle est réveillée par un bruit sourd, comme si un objet lourd était tombé. Elle allume la lumière, mais rien n'est déplacé. Troublée, elle se rendort, pensant que c'était un rêve. Le lendemain, une assiette tombe d'une étagère dans la cuisine sans raison. Les domestiques, superstitieux, murmurent que quelque chose ne va pas. Ces incidents se multiplient. Une porte claque alors qu'il n'y a pas de vent. Une chaise se renverse seule dans le salon. Parfois, Naya envoyait un froid glacial dans certaines pièces, même en plein jour. Elle essaie de se convaincre que ce sont des coïncidences, mais elle commence à avoir peur. Une nuit, elle fait un cauchemar terrifiant, Sita se tient au pied de son lit, pâle et silencieux, avec des yeux pleins de tristesse. Dans le rêve, Sita murmure « Pourquoi m'as-tu tué, Naya ?» Naya se réveille en hurlant, le cœur battant. Djibril, réveillé, lui demande ce qui ne va pas, mais elle ment, disant que c'était juste un mauvais rêve. Les cauchemars deviennent fréquents. Chaque nuit, Sita apparaît, parfois en pleurs, parfois en colère, répétant toujours la même question. Naya commence à perdre le sommeil. Elle devient nerveuse, sursautant au moindre bruit. Les domestiques remarquent son changement d'humeur. L'un d'eux, une vieille femme qui travaillait pour Sita, lui dit un jour « Cette maison n'oublie pas ceux qui ont fait du mal ». Naya, furieuse, la renvoie, mais les paroles de la femme restent dans son esprit. Un soir, alors qu'elle est seule dans la salle à manger, une photo de Sita et Djibril, posée sur une étagère, tombe et se brise. Naya, terrifiée, ramasse les morceaux et remarque que le visage de Sita semble la fixer. Elle jette la photo dans une poubelle, mais le lendemain, elle est de retour sur l'étagère, intacte. Naya commence à croire que l'esprit de Sita est dans la maison. Elle essaie de se rassurer, se disant qu'elle est forte et que les fantômes n'existent pas. Mais au fond d'elle, elle sait que son crime la poursuit. Djibril, lui, ne remarque rien d'anormal.
Il est toujours plongé dans son chagrin et ne voit pas l'angoisse de Naya. Elle n'ose pas lui parler des événements, de peur qu'il ne pose des questions sur Sita. Naya commence à éviter certaines pièces de la maison, surtout la chambre où Sita est morte. Mais peu importe où elle va, elle a envoyé une présence. Les signes deviennent de plus en plus clairs, Sita n'est pas partie. Son esprit est là, et il veut que Naya paie pour ce qu'elle a fait. Les événements étranges dans la maison deviennent insupportables pour Naya. Chaque nuit, elle est hantée par des cauchemars où Sita l'accuse. Pendant la journée, elle sursaute à chaque bruit, convaincue que l'esprit de sa sœur est partout. La culpabilité commence à la ronger. Elle revoit le moment où elle a versé le poison, le visage de Sita tordu de douleur, et elle se demande si elle a fait une erreur. Mais elle refuse d'admettre son crime, pensant qu'elle peut encore vivre la vie qu'elle a volée. Naya décide de chercher de l'aide. Elle entend parler d'un voyant célèbre à Abidjan, un homme connu pour chasser les mauvais esprits. Elle se rend chez lui en secret, sans en parler à Djibril. Le voyant, un vieil homme avec des yeux perçants, l'écoute raconte ses cauchemars et les événements dans la maison. Il secoue la tête et lui dit, « L'esprit d'une personne assassinée ne part pas tant que justice n'est pas faite. Tu portes un lourd secret. Avoue, ou cet esprit te suivra toujours. » Naya, furieuse, nie tout et quitte la maison du voyant, mais ses paroles la hantent. Elle essaie ensuite un féticheur dans un village voisin. Elle lui donne beaucoup d'argent pour un rituel censé repousser les esprits. Le féticheur brûle des herbes, chante des incantations et lui donne un bracelet censé la protéger. Mais le lendemain, les phénomènes se présentent de plus belle. Une nuit, elle trouve le bracelet cassé sur son allumé, et dans son cauchemar, Sita lui dit, « Tu ne peux pas m'échapper. » Naya commence à perdre espoir. Elle se sentait piégée, comme si Sita était dans chaque coin de la maison. Pour oublier sa peur, Naya dépense l'argent de Djibril dans des fêtes et des vêtements. Elle sort avec des amis, boit et danse, espérant noyer ses pensées. Mais même dans la foule, elle envoya le regard de Sita. Une fois, dans un miroir de boîte de nuit, elle croit voir le visage de sa sœur à la place du sien. Elle lance et s'enfuit, attirant les regards curieux. Ses amis commencent à s'éloigner, trouvant son comportement étrange. Naya devient de plus en plus isolée. Elle évite Djibril, qui remarque qu'elle est distante mais pense qu'elle est simplement fatiguée. Les domestiques chuchotent entre eux, disant que la maison est maudite depuis la mort de Sita. Naya, à bout de nerfs, commence à parler seule, suppliant Sita de la laisser en paix. Mais les signes ne s'arrêtent pas, des empreintes de pas rêve apparaissent sur le sol, des rideaux bougent sans vent, et la voix de Sita résonne dans ses. Naya comprend qu'elle ne peut plus fuir. Son crime la suit comme une ombre, et l'esprit de Sita exige la vérité. Elle sait qu'elle doit faire un choix, continuer à se taire ou affronter les conséquences de ses actes. Naya ne supporte plus la pression. Les cauchemars, les bruits, les objets qui bougent, tout cela la rend folle. Elle ne dort presque plus, et son visage montre des cernes profonds. Elle tremble souvent, et même les domestiques évitent de lui parler, sentant qu'elle n'est plus la même. L'esprit de Sita est partout, et Naya sait qu'elle ne peut plus fuir. Un soir, seule dans sa chambre, elle entend un chuchotement clair, « À vous, Naya. À vous, ou je ne partirai jamais. » C'est la voix de Sita, plus réelle que jamais. Le lendemain, Naya prend une décision. Elle ne peut plus vivre avec ce secret. Elle demande à parler à Djibril, qui est surpris par son ton grave. Il s'assoit dans le salon, là où Sita aimait passer ses soirées. Naya, les mains tremblantes, commence à parler. Les mots sortent difficilement, mais elle ne peut plus s'arrêter. Elle avoue tout, comment elle a jalousé Sita, comment elle a acheté le poison, comment elle l'a versé dans le jus de mangue. Elle décrit la mort de Sita, ses crises de douleur, et comment elle a mentionné à tout le monde. Des larmes coulent sur ses joues, mais ce ne sont pas des larmes de regret, seulement de peur. Djibril écoute, figé. Son visage passe de la confusion à l'horreur. Quand Naya termine, il se lève, les poings serrés. « Tu as tué Sita » ? « Ma Sita » lance-t-il.
Naya baisse la tête, incapable de le regarder. Djibril, dévasté, lui ordonne de quitter la maison immédiatement. Il ne veut plus jamais la voir. Il appelle les domestiques et leur demande de s'assurer qu'elle parte. Naya supplie, disant qu'elle n'a nulle part où aller, mais Djibril est inflexible. Pour lui, elle n'est plus une femme, mais un monstre. Naya prend un petit sac avec quelques affaires et sort dans la nuit. Les portes de la maison se referment derrière elle, et elle se retrouve seule dans les rues d'Abidjan. Elle n'a plus d'argent, car Djibril a coupé tout accès à ses comptes. Elle n'a plus d'amis, car ses anciennes connaissances ont entendu parler de son crime et l'évitent. Même les voisins, qui l'admiraient autrefois, la regardaient avec dégoût. Naya marche sans mets, dormant parfois sur des bancs ou sous des ponts. Elle fouille les poubelles pour trouver de la nourriture, elle qui vivait dans le luxe il y a encore quelques jours. La communauté d'Abidjan apprend vite la vérité. Les gens parlent de Naya comme d'une criminelle, une femme qui a tué sa propre sœur par jalousie. Personne ne lui tend la main. Elle est rejetée, abandonnée, comme une ombre dans la ville. Naya commence à comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait. Elle pense à Sita, à son sourire, à sa bonté, et pour la première fois, elle ressent des remords. Mais il est trop tard. Elle est seule, et l'esprit de Sita semble enfin apaisé, comme si la confession était ce qu'il attendait. Seule dans les rues d'Abidjan, Naya lutte pour survivre. Elle n'a plus rien, ni maison, ni argent, ni famille. Les gens qui la croisent la fournissent parfois et chuchotent sur son crime. Elle dort dans des ruelles sombres, enveloppée dans un vieux pagne, et mange ce qu'elle trouve dans les poubelles des marchés. La femme qui portait des robes chics et vivait dans une maison luxueuse n'est plus qu'une ombre. Elle se sent envoyée vide, brisée par sa propre haine. Pour gagner un peu d'argent, Naya commence à mendier. Elle s'assoit près des carrefours, la tête baissée, demandant quelques pièces aux passants. Mais beaucoup la repoussent, disant qu'une meurtrière ne mérite pas d'aide. Désespérée, Naya prend une décision terrible, elle se tourne vers la prostitution. Elle pense que c'est le seul moyen de survivre. Elle approche des hommes dans des quartiers malfamés, offrant son corps pour quelques billets ou un repas. Certains acceptent, d'autres la rejettent avec mépris. Naya se sent sale, mais elle continue, espérant trouver un peu de réconfort dans ses rencontres. Son corps et son esprit s'épuisent rapidement. Elle ne mange pas assez, dort mal et commence à tousser souvent. Un jour, elle s'effondre dans la rue, faible et fiévreuse. Un passant, pris de pitié, l'emmène dans une petite clinique. Là, un médecin l'examine et lui fait passer des tests. Quelques jours plus tard, il lui annonce une nouvelle dévastatrice, elle est atteinte du sida, une maladie incurable. Il lui explique qu'elle est très malade et qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Naya écoute, sans force pour réagir. Elle sait que c'est la conséquence de ses choix. Seule dans un lit d'hôpital, Naya pense à sa vie. Elle revoit son enfance à Ngandou, les moments passés avec Sita et leur grand-mère. Elle se souvient du sourire de Sita, de sa voix douce, et pour la première fois, elle éprouve un vrai regret. Elle murmure des excuses, disant « Sita, pardonne-moi. J'ai tout gâché. » Mais il n'y a personne pour l'entendre. L'esprit de Sita ne vient plus, comme s'il avait obtenu justice. Naya est seule avec sa douleur et sa culpabilité. Quelques semaines plus tard, Naya meurt dans l'hôpital, sans personne à ses côtés. Son corps, trop faible, ne peut plus lutter. Elle part dans le silence, loin de la gloire qu'elle avait rêvée. Les infirmières, ne sachant pas quoi faire de son corps, l'envoient dans une morgue publique. Naya, qui voulait être une reine, finit oubliée, sans même une tombe à son nom. Sa vie, détruite par la jalousie, devient un avertissement pour ceux qui entendent son histoire. Elle a tout perdu, non pas à cause de Sita, mais à cause de la haine qu'elle a laissé grandir dans son cœur. La mort de Naya marque la fin d'une histoire tragique. Son corps est enterré dans une fosse commune, sans cérémonie ni pleurs. Personne ne vient lui rendre hommage, car son crime a choqué tout le monde. À Abidjan comme à Ngandou, son nom devient synonyme de trahison et de jalousie.
Les gens racontent son histoire aux enfants comme une leçon, ne laissez pas la haine détruire votre cœur. Naya, qui rêvait de gloire, disparaît dans l'oubli, laissant derrière elle une vie gâchée. Djibril, lui, est brisé par tout ce qui s'est passé. La vérité sur la mort de Sita l'a changé à jamais. Il ne peut plus vivre dans la maison où tant de souvenirs heureux ont été souillés par le crime de Naya. Il décide de vendre la propriété et de s'éloigner d'Abidjan. Mais avant de partir, il veut honorer la mémoire de Sita, la femme qu'il a aimée plus que tout. Il utilise une partie de sa fortune pour construire un orphelinat à Ngandou, là où Sita a grandi. Il le nomme « Maison Sita », en souvenir de sa bonté et de son amour pour les autres. L'orphelinat devient un refuge pour les enfants sans famille. Djibril engage des enseignants, des cuisiniers et des infirmiers pour s'assurer que les enfants vivent bien. Chaque année, il retourne à Ngandou pour voir l'orphelinat et parler aux enfants. Il leur raconte l'histoire de Sita, non pas celle de sa mort, mais celle de sa vie, une femme qui donnait sans attendre en retour, qui aimait sans juger. Les enfants grandissent en admirant Sita, et son nom devient une source d'inspiration. À Ngandou, le village n'oublie pas Sita. Les anciens parlent d'elle avec respect, disant qu'elle était un cadeau pour leur communauté. Ils pleurent sa perte, mais ils sont fiers de l'orphelinat qui porte son nom. En revanche, personne ne parle de Naya, sauf pour rappeler sa faute. Sa jalousie a non seulement détruit sa vie, mais aussi brisé une famille et une communauté. Les villageois apprennent cette tragédie que la haine ne mène qu'à la douleur. L'histoire de Sita et Naya se termine sur une leçon puissante, transmise de génération en génération. Elle indique que la jalousie est un poison qui ronge ceux qui le présagent. Elle montre que le mal qu'on fait aux autres finit toujours par revenir, comme un écho. Mais surtout, elle prouve que le bien, même après la mort, continue de vivre. Sita, par sa bonté, a laissé un héritage qui illumine Ngandou, tandis que Naya, par sa haine, n'a laissé que des cendres. Cette histoire rappelle à tous que nos choix façonnent notre destin, et que l'amour et la générosité sont les seules richesses qui durent pour toujours. Abonne-toi pour ne pas rater nos histoires.